Alors, bonjour ou bonsoir en fonction du moment auquel vous suivez cette vidéo. Je me présente rapidement à vous. Je suis Kora Sabi Janvier Kora Bata, TEF Alumni 2021. En dehors d'être alumni du programme TEF, je suis également alumni de certains programmes dont je peux citer le CR Yali Dakar, le Gymlist Mastercard Foundation, et je suis également mentor du programme Gymlist Mastercard Foundation 2022. Alors, cette vidéo a pour but de vous présenter le brouillon de candidature du programme Tony Elumelu 2022. Alors, le programme Tony Elumelu Entrepreneurship est un programme qui, chaque année, recrute des milliers d'entrepreneurs sur le continent africain pour les doter d'une subvention de $5 000 pour lancer leur idée d'entreprise ou pour faire accroître leur entreprise. Le processus de candidature est simple pour cette phase, mais il y a, je dirais, 3 étapes. En dehors de cette étape de soumission de candidature, il y a l'étape de formation. Après l'étape de formation, il y a l'étape de soumission des plans d'affaires. Et maintenant, la dernière étape qui est l'étape de pitching qui vous donne accès au fonds de $5 000. Alors, euh, sans plus trop tarder, nous allons passer en revue le brouillon. Mais il est important de noter que ce brouillon ou bien les questionnaires qui sont dans ce brouillon ne sont pas standards. Ce sont des questions qui changent une fois sur la plateforme. Donc, nous allons commencer rapidement par parcourir le brouillon. Alors, après avoir créé votre compte sur TEFConnect, le site d'application c'est tefconnect.com. Après avoir accédé au site TEFConnect et que vous appuyez sur Apply, voici les choses qui apparaissent. Alors, la première partie concerne les détails personnels. Et comme vous pouvez le voir, la première question, ou bien euh, le premier astérisque, c'est votre prénom. Ce prénom, c'est votre prénom indigène. Généralement, nous avons en Afrique, chacun a son petit prénom qui est typiquement indigène, qui est typiquement local. Donc, par exemple, le mien, c'est Kora Sabi. Donc, peut-être vous avez euh, le vôtre, qui est peut-être, je ne sais pas, Maouignon, des prénoms comme ça. Vous mettez ensuite votre nom, là c'est écrit nom, et votre deuxième prénom. Le deuxième prénom, c'est le prénom que euh, les colons nous ont attribué. Vous voyez, il y a des gens qui s'appellent Paul, ce sont des prénoms colons. Donc, c'est ça, en fait, le deuxième prénom. Après, vous choisissez votre sexe, masculin ou féminin, votre date de naissance, la tranche d'âge, c'est ce qui est écrit, la tranche d'âge. Votre numéro de téléphone avec l'indicatif, n'oubliez pas de mettre plus 229 si vous êtes au Bénin, plus 235 si vous êtes au Cameroun, excusez-moi, plus 237 si vous êtes au Cameroun, ainsi de suite. Alors, votre courriel, votre adresse email, vous mettez votre mail qui est fonctionnel. Le mail que vous utilisez le plus, puisque c'est ce mail la fondation utilisera pour communiquer avec vous. Donc, il est vraiment indispensable que vous mettiez votre mail que vous utilisez régulièrement. On vous demande après votre niveau d'éducation le plus élevé. Donc, une fois sur la plateforme, quand vous allez appuyer, vous allez voir si c'est euh, le bac, le master, la licence, le doctorat, à vous de choisir, vous allez voir. Maintenant, votre pays. Vous choisissez également votre pays, Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, un peu partout. Que ce soit quand même en Afrique. Alors, l'État ou la région. L'État, c'est en quelque sorte votre département. Vous voyez, il y a l'Atlantique, il y a le littoral, il y a le Borgo, il y a l'Albori, ainsi de suite. Donc, vous mettez votre département.
quand vous mettez votre département, on vous demande votre ville ensuite. Donc, vous mettez la ville Cotonou, Parakou, Abomey-Calavi, Kandi, Djougou, Materi. Vous mettez la ville où vous vivez et vous donnez une adresse résidentielle. Par exemple, si je prends un exemple, Abomey-Calavi, je mets Abomey-Calavi, Sobadier, Maison Temps. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est ça c'est ça votre adresse résidentielle. Alors, on vous demande si vous êtes dans une zone rurale. Par exemple, la zone d'Abomey-Calavi n'est pas une zone rurale. Vous voyez? Donc, si ce n'est pas rural, vous cochez non, urbain, périurbain. Donc, ce sont les options qui se présentent une fois sur la plateforme. Alors, la 15e question, c'est avez-vous accédé à d'autres subventions, d'autres fondations? Donc, si vous avez eu à participer à d'autres concours, par exemple, comme je le disais, j'ai eu à participer au programme Jimlich, j'ai eu à participer au centre régional de leadership Yali Dakar, j'ai eu à participer, comment on appelle, au prix Onzicha, donc des trucs comme ça en fait. Donc, vous mettez, si vous avez eu à accéder, donc si vous avez déjà levé des fonds avec une autre fondation ou bien une autre institution, donc, il y en a assez. Il y a le programme IDA. Donc, ça dépend du programme auquel vous avez eu déjà des fonds. Donc, on dit ici oui, nommer l'organisation. Donc, vous donnez le nom. Vous avez mis oui. C'est le projet IDA. Oui, comment on appelle, le programme entrepreneurial de la Fondation Mastercard, ainsi de suite. Alors, on vous demande ici, pour la 16e question, le type d'identité. Le type d'identité. Quand vous allez appuyer sur ça, ils vont vous demander si c'est une carte d'identité ou bien si c'est un passeport. Donc, si vous avez un passeport, vous utilisez votre passeport, ou bien si vous avez une carte d'identité, vous utilisez votre carte d'identité. Ensuite, vous mettez le numéro d'identification, donc le numéro de votre pièce d'identité. Donc, vous mettez exactement le numéro comme c'est écrit sur votre carte d'identité ou bien sur votre passeport. Après ça, vous faites une photo scannée de votre pièce d'identité. La première phase suffit. Donc, vous n'avez pas besoin de faire une photo scannée des deux faces. Non, la première face suffit largement. Donc, la première face où on voit votre visage, votre nom, ainsi que les petits détails vous concernant. Vous scannez, et c'est la photo scannée, vous mettez en bas en même temps. Il y a une option qui vous oriente vers le téléchargement de votre photo scannée. Alors, vous mettez ça. Et quand ça finit de se télécharger, vous allez voir, ça va s'arrêter. Maintenant, la deuxième question vous demande comment avez-vous entendu parler du programme TEF? Donc, je ne sais pas, vous avez entendu vous avez entendu parler du programme TEF au cours d'une émission à la télé, dans un forum, sur un site internet. Donc, c'est à vous de dire où vous avez entendu parler du programme TEF. Ah, c'est grâce au réseau des alumni, c'est grâce à un ami. Donc, à vous de dire comment vous avez entendu parler du programme TEF. Alors, maintenant, nous allons aborder les détails sur l'entreprise. C'est la partie vraiment la plus importante. Puisque là, cette partie concerne vraiment votre idée d'entreprise. Donc, il faudra vraiment renseigner correctement cette partie pour qu'on puisse vous comprendre. Certes qu'il y a des questions, il y a des parties qui sont chronométrées, mais cette partie, elle est aussi importante, très importante. C'est cette partie qui renseigne sur votre idée d'entreprise. Alors, la première question sur cette partie, on vous demande donnez une petite description de votre ou de vos idées de démarrage. Si vous n'avez pas d'idée de création d'entreprise déjà finalisée, décrivez un problème d'un secteur pertinent ou d'un client potentiel autour duquel vous voudrez créer une entreprise. Minimum 50 mots. Alors, ça veut dire quoi? Vous donnez votre idée d'entreprise. Vous devez écrire au moins 50 mots. Le maximum, ça, je ne sais pas. Mais ne bavardez pas trop.
votre idée d'entreprise, soyez vraiment précis. Par exemple, je donne un exemple. Bon, je sais pas, ça peut paraître banal. De l'eau. Je vends de l'eau. De l'eau communément appelée pure water ou bien pure water. Et je vends de l'eau. Donc, mon idée d'entreprise, c'est la commercialisation de l'eau pure water. Maintenant, quand vous dites cela, vous devez donner des explications, des détails concernant votre idée. Ah, comment vous avez eu cette idée? Cette idée de vendre de l'eau pure water. Comment vous avez eu cette idée? Au cours d'un voyage, bien suite à un problème que vous avez constaté. Donc, vous expliquez comment vous avez eu l'idée. Maintenant, vous dites comment vous avez eu l'idée, vous donnez votre solution en même temps. Ou bien, vous évoquez le problème et vous donnez votre solution en même temps. Et la solution, c'est la commercialisation du pure water. Peut-être, moi, j'ai constaté que dans ma zone, il y a beaucoup de personnes, il y a assez de chantiers, des chantiers de construction de maisons. Et généralement, on ne trouve pas une vendeuse d'eau fraîche. Alors, suite à ceci, j'ai eu l'idée de commercialiser de l'eau fraîche dans le quartier qui est peut-être Sobadje. Donc, donc, je suppose que je vends de l'eau à Sobadje. Donc, en ce moment, mon idée d'entreprise est la commercialisation de l'eau pure water à Sobadje. Donc, j'ai d'abord évoqué, vous évoquez le problème d'abord. Vous donnez la solution. Vous précisez là où vous voulez vendre. C'est ça aussi. Et vous dites en même temps vos cibles, ceux à qui vous voulez vendre le produit. Je ne sais pas si on se comprend vraiment, mais c'est ces aspects qu'il faut développer dans cette partie. Donc, pour résumer, si vous commencez par détailler, par donner une petite description de votre idée, vous pouvez écrire d'abord une phrase. Mon idée est la production de temps, ou bien la commercialisation de temps. Alors, l'idée m'est venue quand j'ai eu à faire une balade. Donc, vous évoquez la genèse de l'idée. Bien, vous donnez le problème que vous avez noté dans votre environnement. Après ce problème, vous donnez la solution. Cette solution doit être votre produit que vous voulez mettre sur le marché. Alors, après cette solution, vous donnez votre cible, ceux à qui vous voulez vendre le produit. Par exemple, je veux vendre le produit aux ouvriers. Je veux vendre le produit aux étudiants. Je veux vendre le produit. Donc, vous donnez votre cible, vous mentionnez votre cible de manière claire. Après cela, vous pouvez dire si vous avez déjà des concurrents dans la zone. Parce que, bon, c'est possible qu'il y ait des gens qui le font. Donc, vous pouvez parler de vos concurrents si vous en avez. Vous mentionnez vos concurrents et vous expliquez actuellement à quelle étape vous êtes dans votre idée d'entreprise. Par exemple, actuellement, je suis à l'étape d'idée. Je suis en train de chercher les fonds pour pouvoir concrétiser cette idée. Vous voyez, donc, vous donnez ces petits détails. Donc, ces petits détails sont vraiment importants pour parfaire votre idée d'entreprise et pour l'expliquer à ceux qui vont lire cette partie. Donc, pour résumer, vous parlez du problème que vous voulez résoudre, vous donnez la solution qui est en même temps votre produit. Vous parlez de votre cible, là où, ou bien vous parlez d'abord de votre zone de production, là où vous intervenez. Vous parlez de votre cible, vos clients, ceux à qui vous pensez vendre. Vous parlez de ceux-là. Vous parlez de vos concurrents également. Et vous parlez aussi de l'étape à laquelle vous êtes actuellement dans votre idée d'entreprise ou bien dans votre entreprise. Alors, nous allons passer à la deuxième question. La deuxième question dit, parmi les objectifs de développement durable ci-dessous, ODD, parmi lesquels votre entreprise ou votre idée d'entreprise, choisis les trois qui sont soutenus prioritairement par votre entreprise ou votre idée d'entreprise. Alors, le programme des Nations Unies a adopté en 2015 17 objectifs de développement durable. Donc, cette question, quand vous êtes sur la plateforme, quand vous cliquez, ces ODD apparaissent. Il y en a 17. Pour regarder ces ODD, il n'y a pas de pauvreté, zéro faim, bien-être et bonne santé. Donc, il y a plusieurs ODD. Maintenant, vous regardez ce que vous voulez faire.
Je donne un exemple. Vous voulez produire de la tomate, par exemple, pour, pour réduire, comment on appelle, le déficit en tomate qui est noté dans votre région. Donc, par là, maintenant, on peut dire que votre idée intervient, euh, ou bien votre idée concourt à l'atteinte de l'ODD 0 fin. Alors, si un développeur vend votre entreprise, vous allez créer de l'emploi. Grâce à vos produits, certaines personnes vont se lancer également dans le commerce. Donc, comme ça aussi, vous contribuez à l'atteinte de l'ODD, pas de pauvreté. Donc, ainsi de suite. Vous voyez en quelque sorte ce que vous voulez faire. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, c'est à vous de voir maintenant, parmi les 17 ODD, lesquels votre entreprise vont aider à atteindre. Parce que ce sont des objectifs. Donc, ce sont des objectifs à atteindre d'ici à 2030. Donc, vous donnez ces ODD. Vous ne pouvez choisir que 3, pas plus. Donc, vous choisissez les plus importants. Du plus important au moins important pour vous. Donc, pour les 3 ODD. Alors, la troisième question demande, votre entreprise aborde-t-elle l'économie verte, bas le changement climatique? Alors, l'économie verte, c'est quoi? L'économie verte, on parle d'économie verte lorsque votre activité que vous exercez n'a pas d'impact sur l'environnement. Donc, votre activité n'a pas d'impact sur l'eau, l'air, le sol. Vous voyez, donc en ce moment, votre activité aborde l'économie verte. Donc, à vous de voir. Si, si en exerçant votre activité, vous ne portez pas atteinte à ces éléments naturels, par exemple l'eau, l'air, le sol. Donc, si vous ne portez pas atteinte à ces éléments naturels, alors vous dites oui, votre entreprise aborde l'économie verte. Et vous décrivez maintenant comment votre entreprise aborde l'économie verte. Vous voyez, vous expliquez comment votre activité ne nuit pas à l'environnement. Au contraire, peut-être votre activité favorise, favorise peut-être euh, ou bien améliore la fertilisation du sol, par exemple. Ou bien votre activité lutte contre le changement climatique. Donc, à vous d'expliquer comment en réalité votre activité aborde cette économie verte. Maintenant, la quatrième question demande le nom de votre entreprise. Donc, vous donnez le nom de votre entreprise. Alors, si votre entreprise, je ne sais pas, Benin Semence, sont des entreprises qui existent déjà. Donc, c'est un exemple que je donne. Donc, vous donnez là le nom de votre entreprise. Ça peut être Benin Semence, ça peut être Veto Service, des trucs comme ça. Donc, choisissez votre nom, mais ne prenez pas le nom des autres en fait, parce que ce n'est pas du tout bien, puisque au moment où vous allez vouloir vous enregistrer, il va falloir encore changer le nom, puisque ce sont déjà des noms qui existent. Donc en fait, choisissez votre nom, créez votre nom vous-même et mettez ce nom. Alors, la cinquième question demande, dans quel secteur d'activité se situe votre entreprise? Maintenant, vous choisissez le secteur dans lequel vous intervenez. Sur la plateforme, quand vous allez appuyer à ce niveau 5, vous allez voir les secteurs, les différents secteurs qui vous sont proposés. Donc, à vous de voir exactement dans quel secteur vous situez. C'est l'agriculture. Si vous choisissez l'agriculture, après, ils vont vous demander votre sous-secteur industriel. Voilà. C'est ça qui est au niveau de la question 6. Donc, quel est votre sous-secteur industriel? Si vous choisissez l'agriculture, et parmi les sous-secteurs, il y a le l'élevage, il y a la pêche. Donc, c'est à vous de choisir maintenant ce que vous faites en réalité. Il y a le maraîchage. Donc, à vous de choisir. Donc, ces secteurs d'activité sont listés sur la plateforme. Alors, la septième question dit, dans quel pays votre entreprise est-elle située? Maintenant, c'est à vous de dire où votre entreprise est située. L'entreprise est située au Bénin, au Togo, au Ghana. Donc, vous dites en réalité là où votre entreprise est située. Et on demande dans quel état est située votre entreprise. L'état, comme je l'avais dit en haut, c'est le département. Le département, c'est dans l'Atlantique, le littoral, Borgo, Alibori. Donc, votre département, le département dans lequel l'entreprise est située. Alors, la neuvième question. Dans quelle ville votre entreprise est-elle située? Donc, maintenant, vous donnez où votre entreprise est située.
Vous allez dire que vos questions se ressemblent, mais là-bas, on vous demande, ce sont des détails vous concernant. Ici, on parle maintenant de votre entreprise. L'entreprise peut être là où l'entreprise peut être située là où vous ne vivez pas. Vous comprenez un peu? Donc, exactement, c'est pour cela qu'on vous pose toutes ces questions. Peut-être vous vivez, euh, peut-être vous vivez à Cotonou et l'entreprise se situe à Calavi. Peut-être vous vivez euh, dans le Borgo et l'entreprise se situe dans le littoral. Donc, c'est possible. C'est pour cela qu'on vous pose toutes ces questions. Donc, vous donnez la ville dans laquelle votre entreprise est située. Et la deuxième question demande l'adresse de votre entreprise, donc vous situez l'entreprise. Donc, le 11 demande le lien, le site web de l'entreprise. Donc, si vous avez un site web pour votre entreprise, vous pouvez mettre le lien, mais ce n'est pas obligatoire. La deuxième question, gouvernement local de la zone de votre entreprise. Bon, ça là, cette question concerne essentiellement ceux qui sont au Nigeria. Donc, comme vous avez vu, c'est écrit Nigeria uniquement. Maintenant, le 13 demande à quelle étape se trouve votre idée d'entreprise. On vous demande à quelle étape se trouve votre idée d'entreprise. Vous êtes à l'étape d'idée, vous êtes à l'étape de croissance, ou bien vous êtes déjà une entreprise établie. Bon, une fois sur la plateforme, il y a toutes ces options. Donc, à vous de choisir l'étape à laquelle vous vous trouvez actuellement. Vous voyez? Donc, c'est à vous de choisir, c'est à vous d'apprécier l'étape à laquelle vous êtes actuellement. La question 14 demande, votre entreprise est-elle enregistrée? Donc, également à vous de répondre, oui, l'entreprise est enregistrée. Si oui, ils vont vous demander le numéro d'enregistrement. Donc, vous donnez le numéro d'enregistrement, le numéro qui est sur votre registre de commerce. Alors, si l'entreprise n'est pas enregistrée, vous dites non et vous continuez. Alors, la 15e question vous demande combien d'employés avez-vous? Là, on vous demande le nombre d'employés que vous avez actuellement, même si vous dites que vous êtes à l'étape d'idée. Ce qui est sûr, quand vous allez concrétiser votre idée, vous aurez forcément besoin des gens pour travailler avec vous. Alors, même si vous n'avez pas d'employés actuellement, dites-nous combien de personnes vous comptez recruter quand vous allez commencer. Donc, c'est ça la 15e question demande. Combien d'employés avez-vous? Alors, la 16e question, avez-vous des partenaires commerciaux? En fait, des partenaires commerciaux pour ceux qui sont en association, ceux qui sont en association. Donc, si déjà, pour créer votre entreprise, vous êtes à 2, 3, vous avez comme ça des partenaires. Ou bien si vous avez d'autres personnes qui investissent dans l'entreprise, mais qui ne sont pas sur place avec vous, ce sont des partenaires. Donc, si vous avez des partenaires comme ça, vous dites oui. Si vous n'en avez pas, vous dites non et vous continuez votre chemin. Mais si vous dites que vous en avez, vous devez alors dire si vous avez eu leur accord en participant à ce programme. Donc, si vous avez leur accord, vous dites oui, vous avez leur accord. Ils vont vous demander maintenant un papier qui le prouve. Donc, si vous avez ce papier qui prouve que vous avez l'accord de votre partenaire ou bien de vos partenaires commerciaux, vous téléchargez l'accord de vos partenaires sur la plateforme. Alors, la question du JIT demande, l'entreprise est-elle située dans une zone rurale? Non. En fonction de ce que vous avez dit au niveau de l'entreprise, de l'adresse de l'entreprise, de la ville où elle est située, c'est à vous de dire également si l'entreprise se trouve dans une zone rurale ou bien si c'est dans une zone urbaine. Donc, après avoir dit ça, vous avez donné les détails sur votre entreprise. Alors, maintenant, nous allons aborder une partie très, très importante. Pourquoi elle est importante? C'est parce qu'elle est chronométrée, en fait. Quand vous accédez à cette partie, ce sont des questions qui vous font réfléchir, en fait. C'est pour évaluer votre capacité à entreprendre. C'est pour évaluer votre mindset. C'est pour voir si vous avez les compétences d'un entrepreneur. Donc, ces questions sont à votre appréciation. Ces questions, je ne peux pas répondre à ces questions à votre place. Puisque là, ces questions sont purement à votre appréciation. C'est pour apprécier votre niveau, votre mindset. Mais euh, tout ce que je peux dire concernant cette partie, c'est que sachez qu'un entrepreneur, c'est une personne qui se décide rapidement. Un entrepreneur, c'est une personne qui a le coup du risque.
Un entrepreneur est une personne qui est pragmatique, qui est optimiste. Un entrepreneur, c'est une personne qui arrive à travailler avec les autres. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a du leadership. Ce n'est pas un chef, c'est pas un patron comme ce qu'on voit dans les chefferies. Non. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est vraiment ordonné, qui arrive vraiment à faire la part des choses. Donc, avec ceci, je pense que vous pouvez répondre à ces questions. Donc, la première question ici demande, je peux facilement deviner ce que les autres pensent. Donc, à vous de dire, vous êtes tout à fait d'accord, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ou bien vous n'êtes pas du tout d'accord. Donc, à vous d'apprécier en fait. La deuxième question dit, je pense qu'il vaut mieux séparer travail et vie privée. À vous de voir si vous pouvez mélanger votre travail et votre vie privée. À vous de voir si ça n'affecte pas votre travail. Bon, je ne sais pas. À vous de voir quand même. La troisième question dit, la plupart des gens se concentrent d'abord sur le gain personnel. Donc, en fonction de ce que vous voyez autour de vous, qu'est-ce que vous en pensez? La plupart des gens se concentrent sur le gain personnel. Donc, la plupart des gens pensent que, bon, c'est pour moi qui compte. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, la plupart des personnes se disent que, oui, si moi j'ai déjà le mien, ça suffit. Ces personnes ne se soucient plus des autres. Donc, ces personnes font les choses seulement pour s'enrichir en quelque sorte. Donc, à vous de voir si vous êtes d'accord avec ça. La plupart des gens se concentrent d'abord sur le gain personnel. On vous parle ici des gens, pas de vous. La quatrième question, on dit, je préfère entretenir des relations formelles avec les gens au travail. Donc, vous préférez entretenir des relations formelles avec des gens au travail. Donnez votre appréciation. Si vous êtes tout à fait d'accord, vous cochez tout à fait d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, donc ainsi de suite. On dit, il est normal de se détendre de temps en temps. Bon, à vous de voir. Il est normal de se détendre de temps en temps. Est-ce qu'il faut à chaque fois travailler et ne pas se reposer? Selon vous, est-ce que c'est ça qui est bien? Vous êtes d'accord avec le fait que il faut se détendre de temps en temps? Je sais pas, à vous d'apprécier. Donc, s'il faut se détendre de temps en temps après le travail, vous dites que vous êtes d'accord, vous êtes vraiment d'accord, tout à fait d'accord. Ou bien si vous n'êtes pas d'accord, si vous préférez travailler comme un robot sans se détendre, vous dites alors que vous n'êtes pas en désaccord. Alors, sixième question dit, je rassemble mes pensées avant de m'exprimer. Oui, vous voulez parler et vous vous levez en même temps, vous parlez sans réfléchir. Est-ce que c'est ce que vous faites? C'est ce que vous faites, vous dites, vous êtes tout à fait d'accord. Mais si ce n'est pas ce que vous faites, vous dites que vous n'êtes pas du tout d'accord ou bien vous êtes en désaccord. Mais ce que je peux vous donner comme conseil, c'est qu'il faut vraiment exprimer votre opinion. Ne dites pas que ni d'accord ni en désaccord. Non, l'entrepreneur n'est pas indécis. Donc, soyez figé. Sélectionnez bien votre option. Vous êtes du tout d'accord ou bien vous n'êtes pas d'accord. C'est un conseil en fait. La septième question dit, j'ai tendance à être prudent quant aux résultats heureux. Oui, vous avez des résultats heureux. Vous avez travaillé, vous avez réalisé des chiffres d'affaires que vous-même, vous sentez que là, oui, vous avez eu de bons résultats. Mais est-ce que vous êtes prudent face à ces résultats? Vous doutez de ces résultats? Vous vous dites que, ou bien ces résultats cachent des pièges. Donc, j'ai tendance à être prudent quant aux résultats heureux. Donc, à vous de dire, vous êtes tout à fait d'accord ou bien vous n'êtes pas d'accord. Donc, quand vous avez des résultats heureux, ça vous réjouit ou bien vous mettez un peu de doute à ces résultats. Donc, ceci, on vous donne des affirmations et vous donnez votre appréciation. J'ai tendance à être prudent quant aux résultats heureux. Tout à fait d'accord. Être en désaccord, pas du tout d'accord. La huitième question, on dit, je peux facilement dire non aux autres. Oui, vous travaillez, comme vous êtes le chef de l'entreprise, quand on vient vous parler, vous dites non. Bien, vous êtes là actuellement dans votre vie. Quand les gens vous parlent, vous dites non facilement, sans vouloir trop écouter ce que les gens se disent, sans même essayer ce que ces personnes disent. Donc, donnez votre jugement. Vous dites facilement non aux autres. Tout à fait d'accord.
n'êtes pas d'accord, pas du tout d'accord. Donc, vous n'êtes pas d'accord si vous ne dites pas non facilement aux autres. Vous êtes d'accord si vous dites non facilement aux autres. Alors, excusez-moi, la neuvième question. Je ne m'attends toujours pas à être félicité pour mes réalisations. Donc, quand vous faites quelque chose, est-ce que vous attendez que les gens viennent applaudir devant vous? Non? Dites alors si c'est que vous aimez qu'on vienne applaudir ou bien si en faisant quelque chose, vous attendez les félicitations des gens. Alors, donnez votre jugement par rapport à cette affirmation. Donc, vous n'êtes pas du tout d'accord, vous êtes en désaccord ou bien vous êtes tout à fait d'accord. Donc, je n'attends pas toujours à être félicité de mes réalisations. Donc, si l'avis des gens compte, si vous attendez qu'on vous félicite à chaque fois pour vos réalisations, dites oui, dites que vous êtes tout à fait d'accord, ou bien vous dites que non, vous n'êtes pas d'accord. Alors, la deuxième question dit, il est normal de ne pas réaliser tout ce que l'on vise. Oui, vous avez fixé des objectifs. Vous vous êtes fixé des objectifs. Vous êtes fixé des objectifs. Et pour vous, bon, vous pouvez les atteindre comme vous pouvez ne pas les atteindre. Ça ne vous dit rien. Donc, donnez votre appréciation. Si c'est que vous fixez des objectifs et que quand vous les atteignez, ou bien quand vous ne les atteignez pas, ça ne vous dit rien. Vous dites que vous êtes tout à fait d'accord. Si on dit qu'il est normal de ne pas réaliser tout ce que l'on vise. Donc, si pour vous c'est normal de ne pas réaliser tout ce qu'on vise, dites alors que vous êtes tout à fait d'accord. Mais si vous pensez que ce n'est pas normal, vous dites que vous êtes en désaccord. La 11e question dit, je vois généralement les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Oui, il y a des situations, peut-être vous avez cette faculté à, à imaginer ou bien à prédire ce qui va vraiment se passer en quelque sorte. Non? Par exemple, vous pensez que si vous faites ceci, ça peut marcher, ou bien si vous faites ceci, ça ne va pas marcher. Peut-être vous voyez des choses comme ça. Alors, si vous êtes comme ça, si vous voyez généralement les choses comme elles sont vraiment, vous dites que vous êtes tout à fait d'accord. Ou bien si vous ne voyez pas les choses comme ça, vous dites que vous n'êtes pas du tout d'accord, ou bien vous êtes en désaccord. Alors, la deuxième question dit, je préfère retarder le travail sur des tâches ennuyeuses. Donc, vous avez un travail. Par exemple, vous avez une tâche, vous voyez que cette tâche vous ennuie vraiment. Quand vous faites cette tâche, vous n'êtes pas à l'aise, ça vous dégoûte, ça ne vous plaît pas en fait, ça vous ennuie. Est-ce que vous préférez retarder cette tâche? Est-ce que vous préférez prendre cette tâche ou bien les envoyer à demain et dire, bon, comme cette tâche m'ennuie, euh, je vais la faire demain ou bien je vais la continuer demain. Est-ce que vous êtes euh, ce genre de personne? Si vous êtes ce genre de personne, vous dites que vous êtes tout à fait d'accord avec l'affirmation ou bien vous dites que vous n'êtes pas du tout d'accord. Alors, la 13e question dit, je réussis bien dans les emplois qui impliquent des interactions régulières avec les autres. Oui, vous avez un emploi, vous avez des tâches à effectuer avec des gens et vous vous sentez à l'aise quand il s'agit de travailler en équipe. Si tel est le cas, vous dites que vous êtes tout à fait d'accord. Mais si vous n'arrivez pas à interagir avec des gens, si vous n'arrivez pas à discuter avec des gens dans un milieu, donc vous dites que vous n'êtes pas du tout d'accord, vous n'arrivez pas à travailler dans un environnement qui implique d'autres personnes. Donc, la 14e question dit, lorsque les autres me font du tort, j'ai tendance à pardonner facilement. Oui, quand quelqu'un vous déçoit, quand quelqu'un fait quelque chose que vous n'aimez pas, vous avez tendance à pardonner facilement. Si oui, vous dites que vous êtes tout à fait d'accord. Sinon, vous dites que vous n'êtes pas du tout d'accord. La 15e question dit, il vaut mieux éviter les conflits. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez les conflits? Si vous aimez les conflits, vous dites que vous n'êtes pas du tout d'accord avec l'affirmation qui dit qu'il vaut mieux éviter les conflits. Mais si vous pensez que ce n'est pas bien d'avoir des conflits avec des gens, que vous ayez des mésententes, donc dites carrément que vous êtes tout à fait d'accord avec l'affirmation, puisque l'affirmation dit il vaut mieux éviter les conflits. Alors, la 16e question dit, je ne passe pas beaucoup de temps à réfléchir à la façon dont les autres
réagissent aux situations. Oui, vous voulez faire quelque chose, mais actuellement, vous voulez lancer votre entreprise. Mais il y a des gens qui disent que bon, peut-être l'idée ne leur plaît pas, ces personnes commencent par parler et vous écoutez ces personnes parce que peut-être vous voulez vendre de la tomate, quelqu'un dit non, c'est pas bien, c'est comme si, c'est comme cela, et vous écoutez ces gens et vous laissez votre production de tomates. Est-ce que vous êtes ce genre de personne? Alors, si vous passez tout votre temps à réfléchir à la façon dont les autres vont réagir aux situations, aux décisions que vous allez prendre, alors dites que ici, vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, puisque l'affirmation dit, je ne passe pas beaucoup de temps à réfléchir à la façon dont les autres réagissent aux situations. Donc, pour être clair, c'est que vous ne perdez pas votre temps à réfléchir sur ce que les gens disent concernant vos prises de décision ou bien vos ambitions. C'est très simple. Donc, si c'est que vous êtes comme ça, donc ça veut dire que vous êtes tout à fait d'accord avec ce que l'affirmation dit. Alors, la 17e question demande, ou bien la 17e question affirme, je ne passe pas beaucoup de temps à réfléchir à la façon dont les autres réagissent aux situations. Bon, c'est la même question qui s'est répétée 2 fois. Alors, ici on dit, il vaut mieux être heureux avec ce que vous avez d'essayer d'en faire trop. Donc, est-ce que selon vous, c'est normal de se contenter de ce qu'on a, ou bien il faut toujours chercher plus? Alors, si ce que vous avez actuellement, si vous vivez heureux avec, si vous pensez que vous êtes heureux avec, et que bon, avec ça, vous ne devez plus chercher. Donc, cela veut dire que vous êtes en désaccord avec l'affirmation, puisque l'affirmation dit qu'il vaut mieux, il vaut mieux être heureux avec ce que vous avez d'essayer d'en faire trop. Donc, si vous vous contentez de ce que vous avez et que vous vous sentez à l'aise de ce que vous avez, donc ça veut dire que cette affirmation ne vous convient parfaitement, s'il vous plaît, parce que là, vous allez répondre que vous êtes tout à fait d'accord. Mais si vous pensez qu'il faut toujours faire plus pour avoir plus, donc ça veut dire que vous êtes en désaccord avec cette affirmation qui dit qu'il vaut mieux être heureux avec ce que vous avez que d'essayer d'en faire trop. Alors, la 19e question dit, je sens que mon succès est le résultat de mes capacités. Oui, vous avez réussi, vous avez lancé votre entreprise, euh, vous faites des recettes. Actuellement, vous travaillez, vous gagnez de l'argent, vous allez à l'école, vous avez de bonnes notes. Selon vous, est-ce que ce succès est le résultat de vos capacités? Vous pensez que c'est parce que vous méritez cela que vous l'avez, ou bien vous pensez que c'est vraiment votre capacité? Si vous pensez que ce que vous obtenez, votre succès, est le fruit de vos efforts, de votre capacité, alors vous êtes tout à fait d'accord. Mais si vous pensez que votre succès n'est pas le fruit de vos capacités, que bon, peut-être votre succès dépend des autres, ou bien votre succès aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous a aidé à obtenir ce succès, ça veut dire que vous êtes en désaccord avec l'affirmation. Mais je ne pense pas que cela soit le cas vraiment. Alors, la 20e question dit, je commence rapidement à travailler sur de nouvelles idées. Donc, vous avez de nouvelles idées. Est-ce que vous prenez tout votre temps à réfléchir, à dire, bon, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Si je lance cette idée-là, l'idée que j'ai maintenant, si je commence par l'exécuter, est-ce que j'aurai les fonds pour le faire? Est-ce que ça va marcher? Ou bien, si je commence là, je perds tout ce que j'ai comme argent. Est-ce que vous prenez tout votre temps à réfléchir à cela? Alors, si vous prenez tout votre temps à réfléchir sur de nouvelles idées, ou bien si vous commencez rapidement à travailler sur de nouvelles idées que vous avez, alors vous dites que vous êtes tout à fait d'accord. Mais si vous vous tardez sur, ou bien si vous passez tout votre temps à réfléchir à comment ça va se passer, vous cherchez à planifier longtemps vos nouvelles idées, vous dites que vous êtes en désaccord, mais n'oubliez pas le pragmatisme. Alors, la 21e question dit, il vaut mieux éviter les conflits. On avait déjà vu cette question en haut, mais bon, ce sont des choses qui se répètent parfois sur la plateforme. Il y a des questions qui viennent 2 fois. Donc, essayez d'être vraiment, vraiment concentré au moment et que vous ne choisissez pas deux réponses différentes pour la même question qui revient. Donc, quand vous dites que vous n'aimez pas les conflits là-bas, donc ne venez pas aimer les conflits ici. Donc, si vous n'aimez pas les conflits là-bas,
c'est que vous n'aimez pas les conflits ici aussi. Donc, il est normal de se détendre de temps en temps. Donc, comme on l'a dit là-bas, si vous pensez qu'il faut parfois se détendre, donc vous avez travaillé, vous travaillez, il faut se détendre, il faut peut-être manger, prendre un pot, vous amuser un peu, vous dites que vous êtes tout à fait d'accord. Ou bien, mais si vous pensez qu'il ne faut jamais se détendre et qu'il faut travailler non-stop, bon, vous dites que vous n'êtes pas du tout d'accord ou bien vous êtes en désaccord. Alors là, nous avons parcouru les questions qui ont trait au mindset. Et comme je l'ai dit, ce sont des questions qui vont permettre d'évaluer votre capacité à entreprendre, votre, votre niveau en fait dans l'entrepreneuriat, puisque l'entrepreneuriat est un monde différent du monde dans lequel nous vivons au quotidien en fait. Il y a beaucoup de choses qui, qui différencient le monde entrepreneurial et le monde dans lequel nous sommes actuellement. Le monde, bon, le monde des employés et autres. Donc, comme je l'avais dit au début, n'oubliez pas, un entrepreneur est persévérant. Un entrepreneur n'est pas indécis. Un entrepreneur, c'est d'abord un leader et non un chef. Un leader, c'est quelqu'un qui arrive à amener les autres personnes à le suivre. Donc, ce n'est pas un entrepreneur, c'est un leader dans le sens où il n'impose pas les choses aux gens, mais il amène les gens à suivre ce qu'il dit. Donc, c'est ça un bon entrepreneur. Un entrepreneur, il est pragmatique. Donc, il passe rapidement à l'action. Donc, il ne passe pas tout son temps à penser d'abord à comment les choses vont se passer. Un entrepreneur passe à l'action. Un entrepreneur a le goût du risque. Donc, il a envie d'essayer à chaque fois pour voir ce que ça va donner. Mais ce sont des risques calculés qu'un entrepreneur prend. Un entrepreneur ne prend pas des risques comme des autres. Ce sont des risques calculés. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça. Et les entrepreneurs sont des gens qui sont vraiment, vraiment ordonnés. Ce sont des gens qui sont rigoureux, ponctuels, ordonnés. Quand je dis ordonnés, c'est dans le sens où ils savent séparer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce sont des gens qui sont ordonnés dans le sens où ils savent comment gérer leur entreprise et les sentiments. Donc, c'est à travers ces paramètres qu'on reconnaît un bon entrepreneur. Alors, nous allons aborder la troisième étape, l'avant-dernière étape de ce formulaire de candidature. Donc, nous sommes toujours en train de parcourir le formulaire du programme Tony Egumbego 2022. Et comme je l'avais dit au début, ces questions ne sont pas standards, ce sont des questions qui changent à tout moment. Donc, ce sont des questions, une fois sur la plateforme, vous pouvez ne pas retrouver toutes ces questions, mais vous aurez la majorité de ces questions. Donc, ne vous attendez forcément pas à revoir toutes ces questions sur la plateforme, non. Donc, ce sont des questions qui changent. Donc, maintenant, nous allons aborder la phase cognitive. Cette phase, c'est pour vous permettre de réfléchir, pour voir de la manière que vous faites premier vos méninges en quelque sorte. Donc, si vous êtes face à certaines situations, comment vous allez vous décider? Donc, si ce sont ces situations qui sont exposées, il y a 20 situations qui ont été exposées. Alors, la première situation dit, la question ci-dessous présente une situation et vous demande de porter un jugement sur la base des informations fournies. Un comité de 3 membres pour le conseil d'éducation doit être sélectionné parmi un groupe de 6 candidats potentiels. C, D, E, F, G et H. Les candidats C, D et E sont des hommes et les autres sont des femmes. Donc C, D et E sont des hommes. F, G, H sont des femmes. On dit au moins l'un des candidats sélectionnés doit avoir au moins 10 ans d'expérience apparentée dans le secteur de l'éducation. Le comité doit avoir au moins un candidat masculin et une candidate. Chacun des membres du comité devrait avoir étudié un cours différent pour le baccalauréat. Donc, la situation, elle est simple. Il y a un conseil, on veut mettre en place un conseil. On veut 3 membres parmi les personnes, parmi le groupe de 6 candidats potentiels, de 6 personnes qui se sont présentées pour ce comité. On dit que parmi ces 6 personnes, il y a 3 personnes qui sont des hommes et 3 personnes qui sont des femmes.
C, D et E sont des hommes. F, G, H sont des femmes. Maintenant, on dit que dans le comité, il doit y avoir au moins une femme. Il doit y avoir aussi au moins un homme. Et dans le comité, au moins l'un des candidats doit avoir 10 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation. Et maintenant, on dit que chaque membre du comité doit avoir étudié un cours différent pour le baccalauréat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne doit avoir un baccalauréat différent. Parmi les trois personnes qui vont constituer le comité, ils ne doivent pas avoir le même baccalauréat. Donc, si par exemple, celui-là a le bac A, l'autre là doit avoir le bac B, l'autre là doit avoir le bac C. Donc, qu'on dise que A et B ont le bac A et C a seulement le bac B. Non. Donc, il faut que ces trois personnes ont des baccalauréats différents. Maintenant, on dit que on vous présente le quatrième comité. Donc, 4 comités vous ont été proposés. On dit que le quatrième comité comprend D, E, G. D, E, G. Donc, à vous d'apprécier. D, c'est un homme. E, c'est un homme. G est une femme. Donc, vous appréciez si l'un des critères est rempli. On dit maintenant que chacun d'eux a été enseignant à l'école pendant un nombre différent d'années. Donc, ils ont été enseignants. Ils ont été enseignants. Ils ont été enseignants pendant un nombre différent d'années. On dit que D est zoologiste. E est ingénieur et G est botaniste. Donc, chacun d'eux a sa spécialité. Et on dit qu'ils ont été enseignants dans une école pendant un nombre différent d'années. Alors, le troisième comité est composé de D, F, G. D, F, G. Un homme, ou bien 2 hommes, et une femme également. Et on dit que chacun d'eux a été enseignant à l'école au cours des 15 dernières années. D et F sont des anciens élèves de l'université Kroc. G est botaniste. Donc, vous voyez, est-ce que tous les trois critères sont remplis? Est-ce qu'il n'y a pas déjà des gens qui font la même chose? Est-ce que l'expérience concernant l'éducation a été respectée? Donc, le deuxième comité comprend C, D, H. C est un homme, D est un homme, H est une femme. Et on dit que C est architecte, D est botaniste, H est ingénieur. On dit C a l'expérience de travail la plus élevée parmi les 3 membres sélectionnés. D et H servent tous dans le secteur de l'éducation depuis 12 ans. Donc, comparer ces situations avec les critères. Maintenant, on dit que le premier comité est composé de F, G, H. F, femme, G, femme, H, femme. F est médecin, G est zoologiste, H est ingénieur. H enseigne dans une école secondaire depuis 10 ans. Donc, parmi ces 4 comités, selon vous, quel comité on doit choisir? Donc, vous choisissez votre comité en fonction des critères qui ont été donnés. Alors, la deuxième question dit, Trevor est dans une activité de vente des tomates. Si le coût d'achat de 160 tomates est égal au prix de vente de 90 tomates, quel est le pourcentage du profit de Trevor? Donc là, ce sont des petits calculs, à effectuer pour déterminer le pourcentage de Trevor par rapport à l'activité qu'il mène. Donc, si le coût d'achat de 160 tomates est égal au prix de vente de 90 tomates, quel est son profit? Là, vous essayez les méthodes de règle de 3. Je pense que ça peut vous aider à trouver le profit. Alors, la troisième question dit, en Tanzanie, Hélène a investi 300 000 francs tanzaniens dans les actions d'une société X et 650 000 francs tanzaniens dans les actions d'une société Y. Après une année, elle a vendu toutes les actions des 2 sociétés pour 400 000 francs tanzaniens et 700 000 francs tanzaniens respectivement. Donc, l'action qu'elle avait acquise à 300 000 francs tanzaniens, elle a vendu à 400 000 francs tanzaniens
Et l'action qu'elle avait acquise à 550 000 francs tanzaniens, elle a vendu à 700 000 francs tanzaniens. On dit, quel est son profit donc, de la société INS? Et c'est la meilleure option. Donc, la société INS, c'est dans la société où elle a investi 300 000 francs tanzaniens. Et elle a eu après 400 000 francs tanzaniens. Quel est son profit? Donc, à vous de faire la différence et de diviser et multiplier maintenant par 100 pour, pour trouver le pourcentage. Donc, vous faites le calcul, vous faites la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Et vous divisez par le prix d'achat, vous faites fois 100, vous trouvez le résultat et vous voyez en quelque sorte la meilleure option, l'option qui est plus proche du résultat que vous avez trouvé. Maintenant, la quatrième question dit, en tant que matériau de construction, le bambou est aussi solide que l'acier et plus robuste que le béton. De plus, dans les régions tropicales, le bambou est un matériau de construction beaucoup moins cher que l'acier ou le béton et est toujours facilement disponible. Dans les régions tropicales, par conséquent, la construction en bambou est plus rentable que la construction en acier ou en béton, sauf là où la valeur foncière est élevée. On dit lequel des énoncés suivants, s'il est vrai, aide le plus à expliquer l'exception mentionnée ci-dessus. Alors, on dit que la première option dit le bambou qui pousse dans une zone où la valeur des terres augmente est souvent défriché pour faire place à la construction. Dans certaines régions tropicales, le bambou est utilisé pour fabriquer les, les échaudages qui sont utilisés pendant les larges projets de construction. Le bambou ne convient pas comme matériau de construction pour les bâtiments à plusieurs étages. Les bâtiments construits en bambou sont moins susceptibles de subir des dommages dus au tremblement de terre que les matériaux en acier et en béton. Mais bon, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que ce document est une traduction de l'anglais au français. Sinon, le document original est en anglais, puisque la fondation Tony Elumelu est une fondation basée au Nigeria, qui est un pays anglophone. Donc, c'est une traduction, donc ça fera que parfois, les phrases vont sembler incorrectes. Alors, dans l'énoncé, on dit que le bambou est aussi solide que l'acier et plus robuste que le béton. De plus, dans les régions tropicales, le bambou est un matériau de construction beaucoup moins cher que l'acier ou le béton et est toujours facilement disponible. Et on dit encore que dans les régions tropicales, la construction en bambou est plus rentable que la construction en acier ou en béton, sauf là où la valeur foncière est élevée. Lequel des énoncés suivants, s'il est vrai, aide le plus à expliquer l'exception mentionnée ci-dessous? Donc l'exception, c'est la dernière phrase, comme vous l'avez constaté, et dit, et selon vous, si l'une de ces phrases est juste, quelle est la phrase qui explique l'exception de la dernière affirmation? Donc vous choisissez cette phrase, cochez et vous passez à la cinquième question. On dit, les bénéfices ne doivent pas être partagés. C'est une caractéristique d'une entreprise individuelle, une entreprise en commun, une société coopérative ou un partenariat. Donc, quand on fait des ventes et qu'on obtient des bénéfices, selon vous, les bénéfices qui sont partagés, qui ne sont pas du tout partagés dans une entreprise, ceci caractérise quel genre d'entreprise? C'est une entreprise individuelle ou bien une entreprise en commun avec d'autres personnes, ou bien une coopérative, ou bien un partenariat. Donc, si vous avez une entreprise où les bénéfices ne sont pas partagés, c'est quel genre d'entreprise selon vous? Donc, c'est une personne, pour cela, ça veut dire que dans cette entreprise, c'est une personne qui empoche les bénéfices. Donc, c'est quel genre d'entreprise parmi les 4 options qui vous sont proposées? Alors, la sixième question dit, le processus de création de quelque chose de nouveau qui rend la vie meilleure s'appelle. Donc, le processus de création de quelque chose de nouveau
qui rend la vie meilleure s'appelle coût d'opportunité, reconnaissance de la marque, l'innovation pour la technologie. C'est sûrement c'est une traduction de l'anglais au français. Donc, ça fait que ça va vous paraître un peu bizarre ou bien un peu incompris, mais ce qu'on vous dit, c'est quoi? Le fait de créer une chose nouvelle, hein, et que cette chose nouvelle rende la vie meilleure. Donc, quelque chose que personne n'a encore fait auparavant, ou bien une nouveauté que vous amenez. Comment on appelle ça? C'est une reconnaissance de la marque, c'est une innovation. Innovation dans quel sens? C'est que l'innovation, vous-même, vous savez ce que ça veut dire. C'est une technologie, selon vous, c'est une technologie. Donc, à vous de dire quand même. La septième question dit, quel est le premier et le plus important objectif d'une organisation commerciale privée? Donc, si vous avez votre organisation, c'est une organisation privée, c'est pas étatique, ce n'est pas pour l'État, c'est pour vous, c'est privé. Selon vous, quel est le premier et le plus important des objectifs d'une organisation qui est privée? C'est maximiser les bénéfices, faire accroître cette organisation, c'est euh, la pérennité de cette organisation qui compte, c'est ça, y mettre en suivi. C'est la responsabilité sociale, ce que l'entreprise fait dans la société. C'est ça qui compte pour l'entreprise. Selon vous, qu'est-ce qui compte pour une organisation qui est privée? C'est le fait de maximiser les bénéfices, ou bien faire accroître l'entreprise, ou bien assurer sa survie, ou bien la responsabilité sociale. Vous dites selon vous, qu'est-ce qui est vraiment important? Alors oui, on dit, vous êtes le cofondateur de l'entreprise aux Émirats Arabes Unis et vous devez embaucher un stagiaire africain avec une expérience de travail ou de stage antérieur et diplômé au cours de la dernière année avec un score de moins 75%. Le candidat préféré doit avoir de bonnes compétences en communication, être prêt à voyager à court préavis et être ouvert à travailler sur différents cas de travail. Qui est le meilleur candidat à embaucher? Donc, vous avez vu aussi les critères ici. Un stagiaire africain qui a une expérience de travail ou un stage antérieur et qui a eu son diplôme avec une moyenne de 75%. Donc, ce candidat doit avoir de bonnes compétences en communication. Donc, un candidat qui vraiment sait interagir avec des gens et qui est prêt à voyager à court préavis et être ouvert à travailler sur différents cas de travail. Donc, une personne qui est prête à voyager à tout moment et qui est également prête à travailler à des heures, à n'importe quelle heure en quelque sorte. Pour vous, qui est le meilleur candidat à embaucher? Donc, nous avons un Ghanéen, un Lesotho, un Kenyan et un Égyptien. Le Ghanéen est diplômé d'un score de 79,3%. Disposé, disposé à travailler sur différents cas de travail et prêt à voyager à tout moment. Donc, le Ghanéen, il a 79% de moyenne. Il est disposé à travailler sur presque toutes les heures. Il est prêt à voyager à tout moment. Alors, le Lesotho possède de bonnes compétences en communication. Donc, il sait interagir avec les gens, il arrive à communiquer aisément. Il a fait un stage de 90 jours à la bibliothèque universitaire et était le deuxième meilleur étudiant diplômé de la faculté des sciences commerciales. Donc, il a une bonne compétence en communication. Il a fait un stage de 90 jours dans une bibliothèque universitaire et il était le deuxième meilleur étudiant diplômé de la faculté des sciences commerciales. Donc, ça veut dire qu'il remplit la condition qui est liée à la moyenne, au stage, au stage, et il est également un meilleur étudiant. Mais on ne sait pas s'il est prêt à voyager ou, ou s'il est prêt à travailler à tout moment. Alors, le Kenyan dit, le Kenyan est stagiaire au centre de recherche universitaire pendant 3 mois et est diplômé avec un score de 75%. Il est prêt à se rendre au travail à toute heure de la journée et disposé à voyager dans les brefs délais. Donc, le Kenya, lui, a 75% de moyenne, comme on veut. Il a fait un stage également
dans un centre de recherche universitaire pendant 3 mois, il est prêt à voyager, il est prêt à travailler à tout moment. Donc, selon vous, il a le bon profil. Alors, l'Égyptien, lui, il est diplômé avec un dépassement global de 89%, avec un baccalauréat en informatique. Donc, l'Égyptien, lui, est seulement diplômé avec 89% et un baccalauréat en informatique. On ne sait pas s'il a fait un stage, s'il a de bonnes compétences en communication. Donc, à vous de choisir parmi ces 4 personnes, la personne qui a le profil le mieux s'adapter. Donc, mais rappelez-vous que le fait déjà de travailler dans une bibliothèque, d'être dans un centre de recherche universitaire, ça vous permet déjà de collaborer avec des gens. Donc, la bonne communication y est déjà. Les compétences en communication vont s'installer au cours du stage. Je pense que ça va vous aider à bien faire le choix. Alors, la neuvième question dit, après avoir rédigé votre vision personnelle, que devez-vous faire pour y parvenir? Donc, vous avez rédigé votre vision. Donc, vous avez une vision, vous l'avez déjà rédigée. Que devez-vous faire pour parvenir à votre vision? Vous allez passer tout votre temps libre à travailler sur l'amélioration de vous-même, sur votre personne. Mais vous allez analyser votre vision chaque année et ne commencer à travailler que lorsque vous êtes sûr qu'un facteur externe ne changera. Ou bien, vous mettez votre vision dans un espace sûr et examinez-la à nouveau dans 5 ans. Ou bien vous vous engagez dans votre vision par le travail acharné et le dévouement. N'oubliez pas les qualités d'un entrepreneur que je vous ai dit, que je vous ai donné là-bas. Donc ces qualités vont vous permettre de bien répondre ici. Vous allez passer tout votre temps à travailler sur votre propre amélioration. Vous allez prendre tout votre temps à analyser votre vision chaque année et voir que bon, maintenant, ce que je fais, il n'y aura plus de facteurs externes qui viendront embrouiller ce que je veux faire. Ou bien vous allez mettre votre vision quelque part et l'examiner après des années après. Ou bien vous vous lancez dans l'activité et vous travaillez énormément et vous travaillez pour atteindre votre vision. Vous choisissez ce qui vous convient le plus. Alors, la 10e question dit, lequel de ces concepts suggère que les clients privilégieront des produits largement disponibles à bas prix? Lequel de ces concepts suggère que les clients privilégieront des produits largement disponibles à bas prix? C'est le concept de vente, c'est le concept de production, c'est le concept de marketing ou bien c'est le concept du produit? Selon vous, lequel des concepts, selon vous, vous pensez que les clients vont privilégier les produits qui sont à bas prix? C'est quand vous avez un concept concernant la vente, mais c'est quand vous avez le concept de marketing, vous savez comment parler aux gens, ou bien le concept du produit. Et n'oubliez pas que vous avez Internet à votre disposition. Faites des recherches sur Internet pour comprendre le sens de chaque concept. Ça peut vous aider à bien choisir la réponse. Alors, la 11e question dit, une idée de produit est rentable à long terme si elle répond au quota de vente, si elle crée un avantage concurrentiel, si elle a un coût élevé à produire, ou bien si elle est un bien durable. Selon vous, vous avez une idée de produit et l'idée est rentable à long terme. Pour que l'idée soit rentable à long terme, selon vous, est-ce que si ce produit répond au quota de vente, c'est en ce moment ce produit sera rentable à long terme? Ou bien si ce produit crée un avantage concurrentiel, c'est en ce moment ce produit sera rentable à long terme? Donc, le produit répond au quota de vente, ça veut dire quoi? Le produit est là et à chaque fois, le prix que la majorité fixe vous conformer au ce prix. Et c'est ça qui va permettre que votre idée de produit soit rentable à long terme. Ou bien si c'est lorsque vous créez un avantage concurrentiel, c'est-à-dire que par rapport à vos concurrents, vous avez un avantage sur votre produit par rapport à vos concurrents. Et c'est ça qui va permettre que vous soyez rentable à long terme. Donc, si vous avez une avance sur vos concurrents, si vous avez des différences par rapport à vos concurrents, c'est ça qui va vous permettre de, de rentabiliser à long terme. Ou bien si elle a un coût élevé à produire. Maintenant,
Si votre produit a un coût élevé à produire, donc pour produire peut-être votre produit que vous avez actuellement, pour faire par exemple de la tomate, il faut investir des millions, des millions. C'est ça qui va faire que votre entreprise sera rentable à long terme. Ou bien si votre bien est durable, non, le bien est là, il peut durer comme cela se doit. Est-ce ça vraiment qui va permettre que votre entreprise soit rentable à long terme? Donc, à vous de voir. Créer un avantage concurrentiel, répondre au quota de vente, un coût élevé à produire ou bien le bien est durable. Alors, la deuxième question dit, votre entreprise exige que tous les employés arrivent au travail à 8 heures. La politique proposée permettrait à chaque employé de décider quand arriver. Donc, l'entreprise exige que tous les employés arrivent à 8 heures. Et maintenant, la politique qu'on propose, c'est que chaque employé décide de quand arriver. Le plus tôt peut venir à 6 heures et celui qui vient en retard vient à 11 heures. L'adoption de cette politique serait très susceptible de diminuer la productivité des employés si les fonctions de travail les obligeaient à. Donc, selon vous, si maintenant tout le monde est libre de venir à l'heure à laquelle il veut, selon vous, est-ce que si on adopte cette politique, est-ce que serait susceptible de diminuer la productivité des employés si les fonctions de travail les obligeaient à travailler sans interruption des autres employés, à consulter au moins une fois par jour avec des employés de d'autres entreprises, soumettre leur travail pour une éventuelle approbation d'un superviseur, interagir fréquemment les uns avec les autres tout au long de la journée de travail. Donc maintenant, si chacun doit venir à l'heure qu'il veut, est-ce que maintenant cela les empêcherait de travailler sans interruption avec d'autres employés? Cela les empêcherait de consulter au moins une fois par jour avec des employés de d'autres entreprises? Est-ce que cela les empêcherait de soumettre leur travail pour une éventuelle approbation d'un superviseur s'il venait à l'heure qu'il veut? Ou bien maintenant, s'il venait à l'heure qu'il veut, est-ce que cela les empêcherait d'interagir fréquemment les uns avec les autres tout au long de la journée de travail? Donc, si telle personne vient à 8 heures et l'autre vient à 9 heures, l'autre vient à 11 heures, l'autre vient à 10 heures, est-ce que cela favorise l'interaction entre les employés à tout moment de la journée? Donc, à vous de voir la réponse la plus probable. Alors, la 13e question dit, le prix d'un manteau dans certains magasins est de 500 $. Si le prix du manteau doit être réduit de 150 $, par quel pourcentage le prix est-il réduit? Donc, ce sont des petits calculs que vous allez faire. Le prix du manteau est à 500 $ dans certains magasins. Si on réduit, c'est diminué. Si on réduit 150 $, par quel pourcentage le prix est-il réduit? Donc, le pourcentage de la part qu'on a réduit dans les 500 $. Ce pourcentage qu'on vous demande ici. Donc, les pourcentages des 150 $ dans les 500 $ en fait. 14. Aujourd'hui, Rebecca qui a 34 ans et sa fille qui a 8 ans célèbrent leur anniversaire. Combien d'années passera avant que l'âge de Rebecca ne soit 2 fois plus que l'âge de sa fille? Donc, ce sont de petits calculs de mathématiques, comme je l'ai dit. Vous posez les conditions, les systèmes d'équations. Vous essayez de résoudre cette équation. Si aujourd'hui Rebecca a 34 ans et sa fille a 8 ans, dans combien d'années l'âge de dans combien d'années passeront avant que l'âge de Rebecca ne soit 2 fois l'âge de sa fille? Donc, avec de petits systèmes d'équations, vous allez trouver le résultat. Si vous n'êtes pas fort en mathématiques, veuillez vous approcher des gens qui sont vraiment bons en mathématiques. Ils vont vous aider à décanter ces petites situations. Alors, 15, on dit le 20 mai 2020, Patao a acheté 30 unités des actions de la société Orange à 75 $ par action. Le 18 mai 2021, Patao a vendu toutes ses actions pour 65 $ par action. Quel est le pourcentage de gain réalisé par Patao?
Cette situation est comparable à la situation de celle qui a pris des actions à 300 000 francs tanzaniens et qui l'a vendu après à 400 000 francs tanzaniens. La situation est comparable. Donc, si vous avez pu trouver la réponse pour l'autre situation, vous aurez également la réponse pour celle-ci. Alors, la question 16 dit, Tayo, un citoyen ghanéen, a remporté 8 000 naira lors d'un concours de présentation de pitch d'affaires. On dit, elle a investi 3 500 naira dans une propriété à Lagos et 4 500 naira dans une propriété à Abuja. Après un an, les deux propriétés valent maintenant respectivement 7 150 naira et 8 800 naira. La propriété d'Abuja est située dans une zone urbaine et nécessite le paiement d'une taxe d'utilisation des terres de 15%. On dit laquelle des propriétés est susceptible de rapporter plus de profit à Tayo. Choisissez la meilleure option. Donc, vous avez là, elle a eu 8 000 dollars, 8 000 naira lors d'un concours de pitch. Elle a investi 3 500 dans une propriété à Lagos et 4 500 dans une propriété à Abuja. On dit que après un an, les deux propriétés valent respectivement 7 150 naira et 8 800 naira. On dit que la propriété d'Abuja est située dans une zone urbaine et nécessite le paiement d'une taxe d'utilisation des terres de 15%. Donc maintenant, du fait qu'elle a utilisé des terres à Abuja, il y a une taxe qui prélève 15%. 15% des gains. N'oubliez pas ça. 15% des gains. Donc, la taxe 15% est appliquée sur les gains, sur le bénéfice qu'elle aurait eu sur la propriété qu'elle a acheté auparavant à 4 500 naira à Abuja. Maintenant, après la vente, si vous faites la différence entre le prix d'achat, le prix de vente et le prix d'achat, le gain, vous calculez le pourcentage, vous appliquez les 15% dans le gain sur la propriété d'Abuja pour voir combien il reste en termes de bénéfices et vous comparez les bénéfices. Donc, de là, vous dites si les deux donneront le même revenu ou bien si la propriété d'Abuja va lui rapporter plus de profit ou bien si c'est la propriété de Lagos qui va lui rapporter plus de profit. Ce sont seulement les calculs qui vont vous permettre d'identifier cette propriété qui rapporte plus de profit. Alors, la 17e question. On dit en 2015, Suzanne a acheté 2 voitures. Cette année, elle a vendu à la fois les 2 voitures à 45 000 dollars chacun. Sur une année, elle a gagné 25% de profit et d'autre part, elle a fait une perte de 25%. Quel était le profit ou la perte nette de Suzanne? Donc, elle a acheté 2 voitures en 2015 et maintenant en 2022, elle a vendu les 2 voitures à 45 000 dollars chacune. Donc, chaque voiture, elle a vendu à 45 000 dollars. Donc, sur une voiture, on dit que sur une voiture, elle a gagné 25%. Et sur l'autre voiture, elle a perdu 25%. Donc, si la première voiture, son bénéfice était de 80 000, donc ça veut dire qu'elle a eu 25% par rapport au prix d'achat. Si la deuxième voiture, elle a vendu la deuxième voiture à 5 000 par exemple, et qu'elle avait acheté à 8 000. C'est un exemple banal, c'est un exemple que je donne sans calculer. Et qu'elle avait acheté la voiture à 8 000 et qu'elle a vendu après à 5 000. Donc, je suppose que ça représente les 25%, la perte qu'elle a actuellement. Selon vous maintenant, quelle était sa perte ou son profit au début? Donc, si vous calculez, vous pouvez considérer seulement le profit et les 45 000 pour la voiture. Donc, comme je vous l'avais dit, le profit, ça fait le prix de vente moins le prix d'achat. C'est ça que vous avez en termes de profit. Maintenant, ici, on vous a donné des pourcentages. Ces pourcentages sont appliqués dans le prix de vente actuellement pour déterminer ces parts et les soustraire en fait pour trouver en réalité combien elle avait pris au début pour payer et combien
Donc, comme ça pourrait vous orienter sur la marge de profit qu'elle avait eue ou bien la perte qu'elle avait eue. Donc, avec de simples calculs, vous aurez le résultat. On dit en 2018, le montant d'argent que l'on investit, excusez-moi, la question 18 plutôt. Le montant d'argent que l'on investit dans une entreprise est appelé un jeton, un investissement, un profit ou bien un capital. Donc, le montant d'argent que l'on investit dans une entreprise, je ne sais pas si c'est clair pour vous, le montant d'argent qu'on investit dans une entreprise est appelé un investissement ou bien un capital. Selon vous pensez quoi? Ou bien c'est un profit? Bon, vous-même ici, vous-même, vous savez en même temps la réponse qui est vraiment pour vous. C'est un investissement, c'est un capital, c'est un jeton ou bien c'est un profit. Donc, à vous de voir. L'argent que vous investissez dans votre entreprise. La question 19. On dit un magasin a enregistré des ventes totales de 385 millions de dollars pour février de cette année. On dit si les ventes totales pour pour le même mois l'année dernière étaient de 320 millions de dollars, quel est le pourcentage d'augmentation dans les ventes? Donc, exactement, si vous voyez les questions se ressemblent. Si vous arrivez déjà à faire les calculs que j'avais expliqués en haut, vous pouvez également faire ce calcul-là et trouver le pourcentage d'augmentation des ventes. La 20e question dit, l'éthique dans les affaires signifie le bon comportement dans les affaires, le respect des normes et standards, les bonnes relations avec le personnel et des bonnes relations avec la direction. Et comme je vous l'avais dit, l'Internet est à votre disposition. Vous faites des recherches là pour voir ce que ça veut dire si vous ne comprenez pas. Et en fonction des réponses que vous aurez sur Internet, vous faites le choix de la bonne réponse. Alors là, nous avons parcouru la partie qui est chronométrée, la partie qui, selon le programme TEF, doit être réalisée en 45 minutes maximum. Si vous n'arrivez pas à répondre à toutes les questions en 45 minutes, vous serez coupé. Et quand vous êtes coupé, c'est que vous avez perdu la candidature comme ça. Vous avez déjà perdu sans postuler. Donc, soyez vraiment prêts. Faites le brouillon avant d'aller sur la plateforme. Alors, la dernière partie ici, c'est la partie des déclarations. Donc, on dit si avez-vous postulé pour le programme auparavant, si vous avez postulé en 2020 ou en 2019 ou en 2021 et ça n'avait pas marché, vous dites que oui, vous avez postulé. Si oui, on vous demande l'année. Donc, parmi les années, vous voyez, c'est là 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 jusqu'à 2020. Pourquoi il n'y a pas 2021? Puisque, bon, le programme TEF de 2020 avait été interrompu à cause des cas de corona. Donc, nous, personnellement, j'ai postulé en 2020, mais c'est en 2021, on a suivi le processus avec ceux qui ont postulé en 2021. Maintenant, on dit, avez-vous reçu le capital du programme TEF dans les cycles passés? Donc, si vous avez participé en 2010 ou en 2009 ou excusez-moi, en 2010 ou en 2019 ou en 2020, et que vous avez reçu le capital et vous voulez postuler à nouveau, ça ne se fait pas. Donc ici, si vous faites l'erreur et vous dites oui, et vous faites encore l'erreur, vous mettez encore l'année à laquelle vous avez postulé, ou bien si vous êtes un ancien lauréat et vous pensez pouvoir postuler à nouveau, c'est que ce ne sera pas possible. Même si vous mettiez non, c'est que votre nom est là, tout est là, donc vous ne pourrez pas frauder pour participer deux fois. Donc ici, pour les nouveaux, la réponse qui est évidente est non, vous n'avez pas participé. Avez-vous des partenaires ou collaborateurs qui sont des anciens bénéficiaires du programme? Donc, actuellement, vous postulez au programme. Vous avez des partenaires qui sont, comment on appelle, qui sont des anciens lauréats, vous voyez. Donc, dans votre idée d'affaires, vos partenaires, parmi vos partenaires, il y a un ancien lauréat de TEF. Si vous dites-le, on dit, êtes-vous sanctionné? Un partenaire de, un proche parent ou un ami ou bien une amie de quelqu'un sanctionné au groupe. Sanctionné veut dire mesure punitive ou restrictive imposée à un pays, une personne. Bon, en fait, ici, on veut savoir si vous n'avez pas fait objet de condamnation, de poursuite et tout. Donc,
Si c'est non, vous mettez non, non, non. Mais moi, je propose que vous mettiez non, non, non dans toutes les parties, là, puisque là, ce sont, ce sont des questions qui réellement, c'est pour voir votre moralité, votre passé. Donc, êtes-vous, votre partenaire, votre société a des rapports directs ou indirects avec des pays sanctionnés, ou une personne ou bien un groupe sanctionné, donc des pays qui ont des problèmes actuellement. Donc, essayez de dire oui ou non. Mais comme je l'avais dit, l'idéal serait de mettre non, non. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Êtes-vous, est-ce que vos partenaires est-ce que vous ou vos partenaires des affaires ont été sujets d'investigation, d'arrêt pour pénaliser un crime ou une activité terroriste? Vous et vos partenaires commerciaux avez-vous déjà fait l'objet d'une enquête, d'une arrestation ou d'une sanction pour les accusations liées au terrorisme? Vous ou vos partenaires commerciaux, vous ou vos partenaires commerciaux avez-vous fait l'objet d'une enquête, d'une arrestation ou d'une condamnation pour un crime pour vos partenaires commerciaux? Donc là, vous dites également si c'est que vos partenaires commerciaux ont été arrêtés une fois ou bien si ces personnes ont purgé des peines. Donc là, vous notifiez pour que le programme sache exactement quel genre de personnes vous avez comme associés collaborateurs. Maintenant, on dit, est-ce que vous êtes en partenariat avec un fonctionnaire de TEF ou, ou un fonctionnaire d'une société liée à TEF? Les sociétés liées à TEF signifient y compris aucune société filiale à Air Holding. En fait, Air Holding, c'est la société qui appartient au président de la Fondation Tony Elumelu. Donc, on veut savoir si vous n'êtes pas en partenariat avec un fonctionnaire de la Fondation Tony Elumelu ou bien de l'une des sociétés de Tony Elumelu. Donc là, à vous de voir si parmi vos partenaires, il y a des gens qui sont proches de ces sociétés. On dit, êtes-vous un fonctionnaire actuel ou un ancien d'une société liée à Tony Elumelu Foundation? Donc, êtes-vous actuellement un fonctionnaire ou bien un ancien fonctionnaire de Tony Elumelu Foundation? Mais veuillez vous rappeler, quand vous postulez, il y a des conditions au début. Et dans les conditions, il y a le règlement. Dans le règlement, vous devez voir tout ça là. Donc, ces personnes ne doivent pas participer au programme de, de subvention de la Fondation Tony Elumelu. Alors là, nous arrivons à la fin de cette présentation. Alors, j'espère que mes explications vous seront d'une grande utilité et que ce programme, vous pourriez soumettre d'abord facilement ce, ce formulaire de candidature. Et pour les autres phases de formation, de rédaction de plan d'affaires, de pitch, nous allons toujours continuer cet accompagnement que j'ai déjà commencé aujourd'hui. Nous allons continuer cet accompagnement pour les autres phases. Tout ce que je vous souhaite actuellement, c'est bonne chance et du courage et beaucoup de persévérance. Et comme je l'ai dit, apprêtez tous vos documents avant d'aller sur la plateforme. Faites sur brouillon, même si certaines questions vont changer. Et une fois sur la plateforme, restez dans un endroit calme. Ayez une bonne connexion, puisque si vous avez une mauvaise connexion sur la plateforme et que vous vous déconnectez, vous allez perdre le processus. Donc, ayez une bonne connexion, restez dans un endroit calme, faites votre brouillon. Ce brouillon, vous pouvez déjà l'éditer dans votre PC et arriver sur la plateforme. Pour les parties, on demande la description de l'idée, vous pouvez faire des copies-coller tranquillement et vous passez à autre chose. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous souhaite beaucoup de chance. Et au début, mes contacts sont là-bas, le contact WhatsApp et le email. Vous pouvez me contacter par WhatsApp et par email. Bonne chance à vous et à la prochaine.